Bonjour. Alors ce cours est dédié bien évidemment à la mémoire de toutes les personnes qui ont disparu au cours de ces terribles samedis noirs que nous avons vécus ici en Israël. Je vous parle depuis Jérusalem, nous sommes encore dans le conflit et bien évidemment nous avons tous besoin quelque part de réflexion, nous avons tous besoin quelque part d'une sorte de distanciation qui nous permette de digérer les choses, peut-être également de comprendre un petit peu où nous allons et évidemment de voir et de considérer ce que la Torah peut dire sur une chose pareille. Alors évidemment, on n'est pas prophète, je ne suis pas prophète, je ne prétendrai pas, et bien évidemment, donner des explications à la volonté divine, à toutes ces choses qui peuvent paraître un peu à droite, à gauche, et qui sont la plupart du temps des pures inventions et des pures interprétations, mais bien au contraire, nous allons rester les pieds sur terre, et si nous voulons regarder la Torah, ben nous allons travailler exactement comme les sages de la Torah faisaient, c'est-à-dire en travaillant sur des similitudes. La similitude qu'il peut y avoir entre des situations de la Torah, entre une histoire juive du passé, parfois d'un passé lointain, et celle qui est aujourd'hui, qui se produit aujourd'hui en Israël, dans ce conflit, dans cette terrible situation dans laquelle nous sommes tous, que nous soyons juifs d'Israël, que nous soyons en diaspora, nous sommes tous, évidemment, extrêmement touchés par ce qui se passe. Alors, comme les sages, nous allons d'abord et avant tout analyser la situation, c'est-à-dire regarder le réel, ce qu'on appelle la metsiout, la réalité. Que se passe-t-il aujourd'hui et qui sont ces gens de Gaza ? Alors, à Gaza, il y a aujourd'hui 2 millions d'habitants et il y a 2,2 millions. Et Gaza est aujourd'hui sous une dictature depuis 2007. C'est une dictature absolue qui est sous le pouvoir d'un groupe armé qu'on pourrait appeler une junte si c'était des généraux, mais qu'on appelle ici un groupe armé parce que ça ressemble beaucoup plus à une faction qui a pris le pouvoir sur Gaza et qui, aujourd'hui, depuis 2007, maintient le pays dans un état de dictature. Depuis 2007, il n'y a pas eu d'élection à Gaza. Aucune possibilité de lever le front, d'émettre une opposition. L'endroit est extrêmement petit. Immédiatement, si quelqu'un émet des opinions qui sont inverses à la junte, évidemment, ils sont éliminés, évidemment, ils sont ostracisés au mieux, et on se retrouve ici dans une véritable dictature. Donc nous sommes avec cette bande de Gaza face à une dictature. Maintenant, il y a différents types de dictatures. Ce qui nous a un peu trompé, c'est qu'en vérité, on est habitué à ce qu'une dictature se fasse avec un dictateur, à proprement parler. Ici, il n'y a pas de dictateur. C'est une junte, c'est un groupe armé qui a pris le pouvoir et qui, par un système extrêmement puissant de terreur, peut tenir sous son égide et sous son emprise toute une population de plus de 2 millions d'habitants, nous l'avons dit. Alors comment il y a plusieurs types, il y a différents types de dictatures. Alors on va essayer d'observer celle-là. C'est une dictature qui ressemble extrêmement fort au nazisme. Alors en quoi cette dictature qui est aujourd'hui sur Gaza ressemble-t-elle au système nazi ? D'abord, parce qu'elle est basée, comme on l'a dit, sur des factions qui dirigent le pays, qui terrorisent aussi le pays, puisqu'on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche sans être dans la ligne du mouvement. Ces factions, bien c'est des factions qui s'appellent le Hamas, qui ressemblent, à s'y méprendre, au SA, au SS, c'est-à-dire des factions qui sont formées à partir de civils, qui
prennent les armes, qui se forment et qui, à ce moment-là, dirigent d'une manière absolument autocratique et qui font des actions de droite et de gauche sans aucune consultation d'un Sénat, d'une assemblée, de quoi que ce soit, si ce n'est du petit groupe directorial. Alors voilà, ça c'est la première ressemblance, les milices. Les milices, les factions basées sur, non pas des militaires, mais sur des civils qui se militarisent. C'est important, parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui fait son métier, qui fait son travail. Un civil qui se militarise, c'est quelqu'un qui, à la base, se forme à une idéologie, qui, à la base, devient militant. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, quand on regarde CNN, très souvent, on ne les appelle pas des terroristes, on les appelle des militants, les militants. Alors, c'est un terme qui est vraiment extrêmement poli pour parler d'eux, mais effectivement, il y a cet aspect militant qui ressemble, à s'y méprendre, aux troupes et aux groupements directoriaux et de terreur qu'étaient les SS et les SA. Il ne faut pas se boucher les yeux. Deuxième point, qui est extrêmement important et qui ressemble également au nazisme, c'est la propagande. La propagande, la population de Gaza est soumise à une propagande incessante depuis 16 ans, depuis donc 2007, à une propagande incessante, non plus seulement par voie de journaux comme autrefois dans les années 30, mais évidemment par la télévision, Al Jazeera, par les réseaux sociaux, par des placardages, par des réunions diverses dans les quartiers. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens de Gaza sont des chômeurs. Donc il y a largement le temps de pouvoir organiser ces réunions. Un petit peu, évidemment, ça ressemble un petit peu aux brasseries de Munich, dans lesquelles on faisait des réunions à droite et à gauche pour aller plus avant dans des projets. Et ici, on est effectivement dans un engrenage de propagande qui est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que depuis 16 ans, aujourd'hui, si un jeune homme, une jeune fille a 16 ans à Gaza, elle est née dans cette propagande. Ces écoles, les écoles de Gaza, dans leur manuel, professent la lutte contre Israël, toute l'idéologie du Hamas est professée dès les écoles. Et les enfants grandissent dans cette atmosphère-là, avec des parents qui sont la plupart du temps chômeurs, et avec un système donc dans lequel ils sont formés, ils sont construits exactement comme les jeunesses hitlériennes ont été construites, pour penser d'une certaine façon et uniquement de cette façon. Ils sont donc programmés. Maintenant, je parle des enfants de 16 ans qui sont nés en 2007. Mais ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, avaient 4 ans en 2007. Eux aussi ont été formatés. Ceux qui en ont 25 avaient 9 ans en 2007. Eux aussi ont été formatés. Donc on a un groupe entre 16 et 25 ans qui est né et qui a été formé exactement comme les jeunesses hitlériennes pour combattre et pour effectivement rentrer dans une certaine idéologie qui leur a été imprimée. Deuxième ressemblance. Maintenant, on parle des jeunes, mais il est bien évident que les adultes, même si au départ ils étaient beaucoup plus modérés, sont entrés un peu plus dans le mouvement, et toujours un peu plus, et toujours un peu plus. Et c'est comme ça également que des millions d'Allemands avant-guerre sont devenus petit à petit fascistes, parce qu'il y avait tout un système de propagande qui a travaillé incessamment pour construire là tout un peuple et toute une idéologie autour de certaines idées. Troisième point de ressemblance, l'essence des idées. Les idées ici, à Gaza, sont, à proprement parler, nationalistes. Nationalistes, ça veut dire que ici, on est à Gaza avec des gens qui sont nés pour beaucoup d'apatrides. Rappelons-nous que Gaza était, avant 67, égyptienne. Beaucoup de Gazaouis sont d'origine égyptienne. Rappelons-nous également qu'avant cela, c'était sous mandat britannique. Avant cela, c'était Empire ottoman. Avant cela, Gaza était à nouveau égyptienne. Donc les populations qui sont là ne sont pas, loin de là,
toutes autochtones, loin de là. Elles sont très très souvent beaucoup plus liées aux populations égyptiennes qu'aux populations du nord d'Israël. Donc ici, il y a une question d'identité. Et quand on n'a pas d'identité, quand des gens viennent et vous donnent une identité, et vous font lever la tête, et vous donnent une définition, alors bien évidemment, qui sont bien reçus, qui sont évidemment quelque part comme pourvoyeurs de force. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, qui a fonctionné également en Allemagne, le nationalisme, l'Allemagne battue, l'Allemagne bafouée de la guerre de 14, l'Allemagne avec la dette de guerre, l'Allemagne dans la misère. Alors ça aussi, la misère. La misère, c'est aussi un terreau pour la propagande. À partir du moment où un peuple est affaibli, qu'il est dans la misère, alors les gens qui viennent, qui lui donnent une identité, qui lui donnent de l'espoir, qui lui donnent une direction, trouvent ici un terreau extrêmement favorable. Extrêmement favorable parce que, eh bien, ils apparaissent dans cet état de peur, puisque la misère engendre la peur. Il faut survivre. Donc il y a une peur latente, sourde, mais quand même une peur du lendemain, une peur de comment nourrir ses enfants, une peur de... Alors ici, bien évidemment, on se retrouve avec des gens qui apaisent votre peur, avec des nations également qui viennent et qui, grâce à ces gens-là, grâce à leur positionnement, grâce à leur propagande, eh bien, viennent aider ces pauvres gens de Gaza. Et bien évidemment, alors ils apparaissent comme des sauveurs. Ils apparaissent comme des sauveurs, comme des nourriciers. Et ça, c'est une deuxième clé qui a permis au nazisme de monter et qui a permis à ces factions terroristes de diriger et de contrôler Gaza. Maintenant, quand on est dans la peur, quand on est dans une certaine misère, alors bien évidemment, il faut trouver des responsables. Pourquoi sommes-nous dans cet état? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et alors là, encore une construction que l'on fait sur la peur de base, c'est l'autre, l'étranger. Qui est celui qui nous a amenés à cette situation-là? Même réponse chez les nazis, comme à Gaza, c'est le juif. Les juifs, avec leurs amis de l'étranger, les juifs qui nous oppressent, les juifs qui sont là et qui nous ont pris notre territoire, alors que Gaza était, comme on le sait, était égyptienne, qui nous ont pris notre territoire, qui nous ont... Il n'y avait pas de notre territoire, puisque avant cela, on était égyptiens. Donc si vous voulez, ici, on est dans une situation extrêmement similaire au nazisme. Extrêmement similaire parce qu'ici, il s'agit donc d'un peuple plutôt pauvre, une propagande à outrance, des groupes armés et un ennemi juré, invisible mais néanmoins présent puisqu'il est voisin, les Juifs. Donc ce à quoi nous avons assisté ce samedi noir, c'était un pogrom qui s'est perpétré sur la terre d'Israël, devant notre armée, devant nous tous. Dès qu'on a allumé la télévision, ceux qui gardent le Shabbat, eh bien évidemment, on a vu tout ce qui s'est passé. Aux yeux de tous, ce pogrom abominable s'est produit en Eretz Israël. Donc ici, nous avons affaire à des gens qui fonctionnent exactement comme des nazis, qui ont exactement une idéologie suprématiste, qui se base faussement sur le Coran, une idéologie revancharde et une idéologie éminemment raciste, dirigée contre le peuple juif. Alors, si vous aviez dit la négociation, si vous aviez dit dans les années 30, écoutez, M. Daladier, M. Chamberlain, parce que c'est eux qui ont discuté avec Hitler dans les années 30 d'une manière extrêmement naïve, mais écoutez, on va vous donner l'Alsace et la Lorraine et puis vous allez nous laisser tranquilles. Vous pensez bien qu'Hitler aurait dit, donnez, on verra après. D'accord? En fait, Hitler, j'ai envie de vous manger tous. D'accord? Alors ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire que la négociation, on ne peut pas négocier
avec des nazis ou avec des gens similaires à des nazis, puisqu'ici il s'agit d'une similitude presque à l'identique avec le monde nazi. S'il pouvait, il nous exterminerait tous. Et on a vu cela pendant le pogrom de samedi dernier. Donc si vous voulez, ici on a affaire avec des nazis. Les nazis, la négociation n'est pas possible. Donner Gush Katif, etc., c'est comme si on avait voulu donner l'Alsace et la Lorraine à Hitler. Ça n'empêche rien. Son idéologie est là derrière, qui le pousse à aller toujours plus loin dans une vision suprématiste qui est semi-paranoïaque, dirons-nous, parce que ça aussi c'est basé sur une certaine psychologie humaine qui est là, qui est présente et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Et il n'y a donc pas de possibilité de négociation. On ne peut pas négocier avec Hitler. Donc, que faire? Il s'agit ici donc, d'après ce que nous avons vu, d'abattre non pas des gens, mais d'abattre un régime. Et des gens qui sont à la tête de ce régime. Il s'agit, comme dans l'hitlérisme, d'abattre l'hitlérisme. Il ne s'agit pas de détruire l'Allemagne. Maintenant, la question reste, c'est que contre l'hitlérisme, on a bien été obligé de bombarder Berlin. À Berlin, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des vieillards, il y avait des gens sans défense. Et pourtant, il a fallu bombarder Berlin. Nous nous trouvons donc devant une situation similaire, dans laquelle, bien évidemment, il ne s'agit pas d'avoir des positions, nous, racistes. Les Gazaouis peuvent très bien, comme ils ont longtemps vécu, vivre proches des Juifs. Il ne s'agit donc pas ici de détruire des gens, mais de détruire un régime dictatorial, un régime qui ressemble à s'y méprendre au nazisme, et un régime qui est extrêmement dangereux, que ce soit pour Israël comme pour le monde, parce qu'ici, nous sommes dans une anti-humanité, dans une pépinière qui peut produire des gens extrêmement dangereux pour le monde entier, et avec qui il n'est absolument pas possible de négocier. Alors, ça nous paraît un peu bizarre. Comment on ne peut pas négocier avec des gens? On est humain, mais regardez a posteriori, est-ce qu'on aurait pu négocier avec Hitler? Combien de négociations ont-elles pris place? Combien d'émissaires, combien de diplomates ont agi? Rien à faire. Ici, on a affaire à une idéologie implacable, artificielle, bien entendu. Donc on est absolument dans le fantasme du juif qui vous détruit, le fantasme de l'islam qui va éclairer le monde, le fantasme d'un Dieu qui vous défend quoi que vous fassiez, etc., etc. Ici, on est dans le fantasme. Quand on est dans le fantasme, il est absolument impossible de négocier. Des humains dans le fantasme ne sont plus dans un état de pouvoir négocier. Ils n'entendent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est réaliser leur fantasme et réaliser leur but. Alors ici, il s'agit d'une humanité malade, qui est en contrôle d'une petite partie de l'humanité, certes, mais qui est extrêmement dangereuse, et qu'il faut abattre, absolument. Donc abattre un régime, pas des gens, pas un peuple, un régime avec ses dirigeants. Maintenant, se pose évidemment le problème des otages. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Parce que comment bombarder Berlin quand on sait qu'il y a tous ces enfants juifs qui sont dans les caves et qui sont dans les mains des nazis? Alors comment bombarder Gaza alors que tous ces jeunes filles, des gens de tout âge d'ailleurs, sont là dans leurs mains? Alors ici, bien évidemment, la première chose qui vient, c'est les nations. Les nations. Vous avez une chance là maintenant de réparer le silence, de réparer votre inaction, de réparer votre passivité lors de la Shoah. Les nations aujourd'hui ont la possibilité, en intervenant, en mettant un blocus, en intervenant, que ce soit des populations, des pays européens comme des pays arabes, en intervenant d'une manière univoque
pour que rien ne puisse se produire avant qu'on libère nos otages. Et c'est notre prière aujourd'hui et celle de tous les Juifs du monde et j'espère de toutes les personnes bien pensantes.